Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه Bella Ciao, le célèbre chant de révolte italien en persan, André Berkoff. Et bien aujourd'hui, c'est de la révolte qui a lieu en Iran depuis le 28 décembre dernier, dont nous allons parler sur Sud Radio et qui ne cesse de s'amplifier. En 2022, le slogan du peuple iranien était Femme, vie, liberté. En 2026, c'est ceci notre dernière bataille. Reza Pahlavi va rentrer. Reza Pahlavi étant André, le leader de l'opposition. D'abord, je voudrais dire que quel que soit ce qu'on pense quand on est français, quand on est ici, il va d'abord saluer, comme on salue toujours dans l'histoire, cette révolte des peuples, cette révolte des personnes qui vraiment à main nue, il faut le dire, se lèvent en risquant leur vie tous les jours, en risquant leur vie, en risquant le tabassage, les viols, les tortures, les pendaisons, se lève contre un pouvoir dictatorial, un pouvoir répressif, un pouvoir oppressif, et souvent dans le silence assourdissant, et il faut le dire, des bonnes âmes, d'Occident ou d'ailleurs. Alors d'ailleurs, on peut comprendre dans certaines autocraties, mais que dans l'Occident, des gens soi-disant progressistes jouent à l'indignation à géométrie variable, ne parlant que des choses qui les intéressent à eux et ne s'intéressent pas au reste parce que ça n'entre pas dans leur stratégie idéologique. Écoutez, je trouve ça, et je crois que je ne suis pas le seul, assez lamentable, pour ne pas dire autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe ici en Iran. Je pense, et on n'est pas quelque chose de très important, quelque chose d'historique, qui peut changer effectivement la donne, mais au-delà de la géopolitique, au-delà de tout ça, on en parlera, au-delà de la sociologie et de l'économie. Il y a que quelque chose dont on parle très très peu, et qui va au-delà du pétrole, et qui va au-delà de tout, c'est l'appétit de liberté, l'instinct de liberté. Vous savez, des gens on l'a dit pour l'Union soviétique, on l'a dit pour le nazisme, on l'a dit pour le bolchevisme, on l'a dit pour beaucoup de choses. Oui, mais les gens, ça y est, ils sont conditionnés, ils ne bougent plus, ils sont lobotomisés. Eh ben, regardez, l'Iran, aujourd'hui, nous donne un exemple extraordinaire. Et quand on dit que ça ne peut pas se passer ailleurs, c'est faux. Quand le peuple se soulève, quand les gens n'en peuvent plus et prennent tous leurs risques, eh bien c'est là où l'histoire se fait depuis toujours. Et actuellement, c'est du côté de l'Iran que ça se fait. Et cette révolte est-elle le dernier acte avant la chute des mollahs, André Berkoff? On va en débattre dans un instant sur Sud Radio avec la sociologue Manaz Shirali, avec l'avocat Saon Saber, ancien collaborateur de Reza Pahlavi, et avec vous, chers auditeurs, réagissez en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Baraillé sur Sud Radio, cet hymne à la liberté est devenu celui des Iraniens suite à la mort de Mahsa Amini en 2022, André Berkoff. Et aujourd'hui sur Sud Radio, eh bien c'est de la révolte en Iran qui touche l'Iran depuis maintenant 13 jours, dont nous allons parler avec Manaz Shirali. Bonjour à vous. Bonjour Céline Alonso. Bonjour et merci donc d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Alors vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran. À l'heure où on se parle, la situation est toujours aussi chaotique. Où en est-elle exactement ? Justement, c'est ça la question qu'on se pose, parce que depuis une vingtaine d'heures, on n'a plus de contact avec l'Iran. L'Iran est devenu un citadelle complètement isolée. Il n'y a pas de téléphone. Pas d'internet. Il n'y a pas d'internet. Aucune nouvelle. Et ça nous fait peur. Évidemment, ça nous fait penser à 2019, quand l'Iran a été coupé du monde et 5000 personnes, voire plus, ont été massacrées en 3 jours. C'est ça qu'on craint, c'est ça qui nous fait peur, c'est ça qui nous terrorise. Oui. Alors ce mouvement à la base est parti des bazars de Téhéran. Avec le temps, il touche tout le pays aujourd'hui. Il est parti surtout de la jeunesse. Ouais.
C'est parti du bazar de Téhéran. Le bazar, qu'est-ce que c'est le bazar de Téhéran? C'est le centre névralgique de l'économie iranienne. Et en plus, c'est le fief de contestation du peuple depuis le 19e siècle. Donc, il ne faut pas oublier quand même que le bazar de Téhéran est un centre historique de contestation. À mon sens, en tant que sociologue historienne, la sortie de la religion, l'entrée dans la modernité a commencé par la révolte de tabac, début 19e siècle, qui a commencé par les bazaris, les commerçants de bazar. Donc, il ne faut pas oublier le rôle historique du bazar de Téhéran. C'est par là, c'est le seuil d'entrée dans la modernité, le bazar de Téhéran. Lorsque les bazaris, ils ont pris leur destin en main en disant qu'on n'est pas d'accord avec la décision du Shah de l'époque. Et là, le Shah a été obligé, le Shah de l'époque a été obligé de revenir sur sa décision. C'était quand ça ? C'était fin 18e, début 19e. Ça s'appelle la révolte du tabac. La révolte du tabac a fait revenir Nasreddin Shah sur sa décision. Et pour moi, en tant qu'historienne, c'est le seuil d'entrée de l'Iran dans la modernité. C'est quoi la modernité? C'est un peuple qui veut prendre son destin en main. Pour la première fois dans toute l'histoire de ce pays, le peuple, lui, il dit « je ne veux pas ça ». Pour mon pays. Et c'est là où l'Iran commence sa longue démarche vers la modernité, qui continue encore aujourd'hui, on n'est pas encore rentré. Donc c'est un processus long, ce processus de la sortie de la religion. Cher à Marcel Gaucher. Mais aujourd'hui, quelles sont les causes profondes de cette nouvelle révolte et en quoi est-elle, différente de toutes les autres, notamment de celle de 2022? Ces révoltes, que ce soit la révolte de 2022, que ce soit la révolte de 2019 ou que les révoltes anciennes, elles sont toutes les révoltes d'un peuple qui ne supporte plus la République islamique, qui ne supporte plus ce régime idéocratique, kleptocratique et criminel à la tête de son pays. Donc, ces révoltes ce sont les successions logiques et naturelles des révoltes qui n'ont pas été répondues, qui n'ont pas été prises en main. Parce que la République islamique n'a jamais répondu aux demandes, aux revendications des Iraniens. Qu'est-ce qu'elle fait, la République islamique? Il tue. Mais vous ne pouvez pas faire taire un peuple comme le peuple iranien qui a la tradition de contestation populaire. Vous ne pouvez pas le faire taire éternellement. Vous pouvez le terroriser, vous pouvez le massacrer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas régner de cette façon éternellement. Et ben voilà, la société explose. Et pour moi, à mon sens, c'est la chose la plus naturelle qui puisse exister sur la Terre. Oui. Comment ça se fait, comment il se fait que là, ce qu'on sent, en tout cas on ne sait pas ce qui va arriver, on espère pour le mieux, pour le peuple iranien, mais on a l'impression quand même aujourd'hui, on peut le dire, que c'est différent de 2019, que c'est différent de 2022. Vous avez parfaitement raison, il y a toujours des points communs et il y a toujours des points de divergence. On a parlé des points communs, on parle de divergence aussi. N'oublions pas qu'on est après la guerre de 12 jours. Qu'est-ce qui s'est passé guerre de 12 avec jours Israël. Pendant 12 jours, l'attaque israélienne au centre névralgique de la République islamique, cette attaque a profondément humilié la République islamique aux yeux de qui? Aux yeux des Iraniens. Les Iraniens ont compris que ce régime est un château de cartes. C'est un château de cartes. Et ils se sont dit, pourquoi nous attendons qu'une autre guerre arrive pour les renverser alors que nous pouvons le faire, nous, à main nue? Ça a été une prise de conscience. Une prise de conscience énorme. Deuxième facteur important, qui est vraiment un facteur encourageant, c'est la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les Iraniens savent que quand même, il y a un ennemi vraiment féroce contre les ayatollahs à la Maison-Blanche et qui n'est pas prêt à faire des compromissions, des accords avec les ayatollahs. Ça encourage, qu'on le veuille ou pas. Et oui, alors justement, vous êtes à la tête d'un réseau de près de 50 000 jeunes, dont les 3/4 vivent en Iran. Comment justement ils ont réagi à la déclaration de Donald Trump, qui encore hier soir a à nouveau menacé de frapper très fort l'Iran en cas de répression meurtrière? Régime iranien. Voilà, justement, le réseau avec lequel je travaille, mes 50 000 jeunes. Alors,
dès l'annonce, dès le tweet de Donald Trump, comme quoi la République islamique, s'il ouvre le feu, et c'est moi qui réponds, alors là, le hashtag de Thank You Trump a été vraiment répété des centaines de milliers de fois, et ça montrait à quel point les gens ont pris au sérieux qu'il y a quand même quelqu'un de très fort face aux ayatollahs qui ne sont pas seuls. Psychologiquement parlant, était tellement important que 2 jours après, on a vu, c'est les 2 derniers jours, que ce que nous voyons aujourd'hui en Iran est tout à fait comparable avec les manifestations de la révolution de 1979. Depuis 1979, on n'avait jamais vu autant de monde de toutes les classes sociales, toutes les couches de la société dans la rue. Des jeunes comme des vieux. Même j'ai vu des vieilles femmes avec leur canne qui disaient à Abba le dictateur. Et ça, c'est vraiment une grande fierté pour ce peuple. On peut pas dire autrement. J'ai vu ces images effectivement de cette femme. Et qui n'ont plus peur, vous disiez. Ils n'ont plus rien à perdre aujourd'hui. Et ils disent, nous n'avons plus rien à perdre, on a déjà tout perdu. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que le régime iranien craint vraiment une attaque des Israéliens ou des Américains ou des deux? Vous savez, les dirigeants de la République islamique, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ont quand même pas complètement dénués de l'intelligence. Ils savent aujourd'hui leur plus grand ennemi. Leur plus grand ennemi, ce n'est ni Israël ni les États-Unis. C'est le peuple. Ce sont les Iraniens. Et ils savent, je pense que je suis très contente de ne pas être à leur place, parce qu'eux, ils sont dans une sale situation, ils savent pas quoi faire aujourd'hui avec ce peuple qui se révolte et qui veut prendre son destin en main. Et comment vous expliquez, sans faire de géopolitique, on va en parler aussi après avec Maître Zaman, comment vous expliquez, c'est intéressant quand même, le silence quasi assourdissant de la Russie et de la Chine, qui sont quand même, c'est intéressant parce et de la France. On les entend pas beaucoup, mais la France c'est encore autre chose. C'est un vrai problème. Oui, non mais je veux dire la France, on parlera après des opinions publiques, ça c'est encore autre chose. Mais je parle des forces, des grandes puissances. La Russie quand même pas une petite puissance, la Chine non plus. On les entend pas. Alors André Berkoff, vous n'attendez quand même pas que Vladimir Poutine devient le supporter des démocrates iraniens, des Iraniens qui luttent pour la démocratie. Pour moi, c'est tout à fait normal. Il est tout à fait cohérent. La Chine aussi. Non, mais il ne défend pas. Non, j'ai pas dit ça du tout. Pardon. Alors, exprimons-nous bien. Je dis que comment ça se fait qu'ils ne défendent pas les mollahs? C'est ça que je dis. Comment ça se fait? Ce sont leurs alliés. C'est ça que je veux dire. Écoutez, il faut être vraiment naïf que de croire que Poutine pourrait être ami de qui que ce soit, et surtout l'ami des ayatollahs. Alors là, je pense qu'eux-mêmes, ils ne comptent pas beaucoup sur Poutine, parce que il y a quand même une animosité historique entre la Russie et l'Iran depuis le XVIIIe siècle, depuis Fateh Ali Shah. Il y a eu 2 guerres, il y a eu des accords honteux pour l'Iran. L'Iran a perdu une grande partie de son territoire à cause de la Russie. Donc, on n'a jamais compté sur la Russie. Je pense que c'était une très grande naïveté quand même de la part de Khomeini de croire qu'il croyait pour compter. Et là, j'ai toujours dit, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait 10 ans que je dis, il faut être vraiment naïf que de croire Poutine va soutenir qui que ce soit, et surtout pas les... Et la Chine? Pareil. La Chine, pareil. Non, mais vraiment... Non, par contre, ce qui est étonnant, c'est que on sait que quand un peuple sort dans la rue et qui veut prendre son destin en main, quels que soient les slogans, quelles que soient les revendications, c'est un acte démocratique en tant que tel par nature. Bien sûr. Et que les pays démocratiques, le pays des droits de l'homme, restent silencieux. Monsieur Berkoff, c'est une honte. Vous comprenez pas? Vous ne comprenez pas pourquoi, en France, à part quelques voix, ça ne bouge pas? Ça fait 33 ans que je vis en France, et plus le temps passe, moins je comprends les Français. Mais alors, comment vous interprétez ça? C'est intéressant d'entendre. Et moi, je ne comprends pas comment les Français, quand je dis les Français, je parle des grands spécialistes qui sont sur tous les tribunes. Les grands experts de plateau. Les grands experts des plateaux pleurent sur la chute de Bachar Assad, ensuite pleurent sur le kidnapping de grands criminels contre l'humanité, Maduro. Et là, maintenant, je suppose que demain, si jamais Khomeini lui arrive quoi que ce soit, ils vont encore pleurer sur Khomeini. On peut compter sur eux. Comment vous expliquez ça? Vous êtes sociologue quand même, vous avez une idée?
Écoutez, je comprends vraiment Parce qu'on pas. parle pas des Français, on parle des experts, comme vous dites, les experts. et des experts autoproclamés. Autre chose qui me fascine, c'est que ces grands, soi-disant spécialistes autoproclamés de l'Iran, qui viennent parler au nom du peuple iranien, 90 millions quand même. C'est quand même très courageux de parler à la place de 90 millions Iraniens, de dire les Iraniens disent ça, les Iraniens pensent. Mais quels sont ces Iraniens qui parlent comme ça? Quel est votre terrain de recherche? Quel est votre terrain d'enquête? Quel est votre échantillon? On ne sait jamais. Jamais les journalistes leur posent ce genre de questions. On leur permet de dire oui, moi j'ai voyagé 2 fois en Iran, je sais tout, les Iraniens disent ça. Comme si les Iraniens sont dans les rues. Et comme si les Iraniens c'était une entité. Qu'est-ce que c'est les Iraniens? 10 millions avec tant de tendances différentes de pensée. 10 millions sont dans la rue pour parler avec un journaliste qui parle même pas un mot en persan. Et oui. Vous, ces 50 000 jeunes Iraniens avec lesquels vous êtes en contact, qu'attendent-ils de la France? Qu'attendent-ils de l'Europe? Comment réagissent-ils justement face à ce silence de notre pays? Alors, l'un des problèmes des jeunes Iraniens, c'est leur compréhension assez archaïque du monde extérieur. Ça, je le reproche toujours. En tant que professeur, je peux me permettre quand même de leur reprocher. Ils pensent que la planète entière est contre eux. Et qu'ils sont seuls. Pourtant, ils sont au courant de ce qui se passe. Ils sont seuls et que les pays avancés, civilisés du monde, ils préfèrent un Iran faible et qu'ils soutiennent tous les ayatollahs. Par exemple, l'idée de la France, c'est que c'est la France qui a fait la révolution de 1979 et c'est la France qui a envoyé Khomeini. Ah oui, non, le château, Et donc pour eux, c'est la chose la plus normale du monde que la France soutienne les ayatollahs parce qu'elle a toujours soutenu les ayatollahs. Je ne dirais pas que c'est entièrement faux. Je dirais pas que c'est entièrement faux, mais c'est pas exactement ça. J'essaye de, mais bon, c'est ça la mentalité. C'est plus complexe que ça. Je peux vous dire que c'est la mentalité qui domine. Bon, évidemment, il y a des gens qui pensent autrement, mais le discours dominant, c'est que ce sont eux, ils sont contre nous et que nous sommes seuls et nous devons prendre. Mais par contre, ils ont trouvé quand même chez Trump un certain allié qui leur fait plaisir, qui les encourage et qui leur remonte le moral. Le moral, c'est clair, psychologiquement. Oui. Aujourd'hui, on est donc à 13 jours du début de cette révolte. Est-ce que le régime est fragilisé ou pas? Je pense que la République islamique n'a jamais été un régime fort. Un pouvoir qui n'a pas le soutien de son peuple n'a rien. Qu'est-ce qui fait tenir ce régime? C'est qu'il n'a pas de honte de tuer sa propre population, d'ouvrir le feu sur les manifestants à main nue. C'est ça qui le fait. Et je dis toujours, dans sa fragilité, il est le régime le plus fort. Vous voyez les nuances, voilà, le paradoxe. C'est un régime qui tue. C'est ça sa force. Et oui, qui tue. Il faut effectivement rappeler que c'est autocratique tue. Et oui, il faut rappeler que l'Iran, André Berkoff, est le régime qui pend le plus d'enfants et de femmes au monde. En décembre, une personne était pendue toutes les 2 heures dans ce pays. Oui. Terrible. Ah, ça. Oui. En tout cas, aujourd'hui, je voulais parler d'un rapport, effectivement, du renseignement britannique qui a révélé que, soi-disant, le guide suprême iranien envisagerait une fuite aujourd'hui, justement, vers la Russie, peut-être un autre pays. Quelle a été votre réaction, vous, en entendant que des dignitaires du régime ont déjà demandé des visas, notamment à la France? Mais ça, on le sait, c'est passé. Écoutez, Céline Alonso, c'est avec grande joie que j'apprendrai qu'il soit parti. Évidemment, je l'appelle de mes voeux, qu'il quitte ce pays, qu'il laisse les Iraniens tranquilles. Mais le connaissant, pour l'avoir suivi pendant plusieurs décennies, je peux vous dire que ce n'est que des rumeurs complètement infondées. Même si certains membres du régime vont partir dans les pays, lui, le guide suprême, il va partir nulle part. Il va rester, il va tuer autant qu'il est capable de le faire. Jamais il va partir. Ah, vous croyez pas? Ah non. Vous croyez que c'est impossible? Ce n'est pas que je ne crois pas. Quand j'ai relayé la nouvelle sur les réseaux sociaux, mes jeunes se sont moqués de moi en disant que Madame Chirali, combien vous êtes naïf. Comment vous pouvez croire ce genre de rumeurs infondées? Il va jamais quitter ce pays. Il va nous tuer tous. Alors, je vais vous dire, j'y connais beaucoup moins que vous, je parle. Moi, je vois tout à fait, vous savez, vous
Vous savez, l'histoire des autocraties, vous la connaissez comme moi, c'est que la plupart de ces gens-là sont lâches. Et quand ils sont lâches, s'il y a une possibilité de partir, et on l'a vu, regardez, Bachar el-Assad, il est où? Idi Amin Dada, il a fini où? Ils partent, ils tuent et ils partent. Et moi, je ne serais pas du tout étonné, mais on va pas tourner en là-dessus, c'est que je ne serais pas du tout étonné que Khamenei parte. Parce que je crois à la lâcheté profonde de ces gens. Il n'y a pas... Alors, tous ne sont pas partis. Hitler est mort dans son bunker, etc. Mais la plupart... Enfin, on verra. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Hein, André Berkoff, on va continuer cette discussion dans un instant sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, le nom de Reza Pahlavi est scandé par une importante partie des manifestants en Iran. Qui est ce leader de l'opposition qui est exilé aux États-Unis depuis près de 50 ans? Quelles sont ses ambitions pour l'Iran? On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Maître Sahan Saber. Restez avec nous. Eh oui, vive le Shah, ceci est notre dernière bataille. Pahlavi va rentrer. Partout en Iran, le peuple appelle au retour de Reza Pahlavi, prince héritier d'Iran. Sahan Saber, qui a collaboré avec lui et ses équipes, vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous. Alors, vous êtes porte-parole du collectif d'avocats franco-iraniens Vakilan. Racontez-nous précisément ce qu'incarne effectivement le fils du dernier Shah d'Iran, donc pour le peuple iranien, et surtout, quelle est son histoire? Quelle est l'histoire de cette dynastie? Vous savez, Reza Pahlavi est un homme dont il est important de dire que d'abord c'est un homme du 21e siècle. C'est un homme qui vit dans cette époque qui est celle des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, et les mauvaises langues essayent de le rapprocher, de l'associer aux problèmes d'autoritarisme qui pouvaient avoir lieu à l'époque de son père. Son père a régné en Iran à une époque qui était celle de la guerre froide. De façon très autoritaire. De façon très autoritaire, mais vous savez, je vais vous répondre tout de suite. En France, on aime beaucoup rappeler ça, parce qu'en fait, en France, on ne se pardonne pas d'avoir accueilli Khomeini, de l'avoir soutenu. On a eu les plus grands intellectuels français, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Il y a récemment, ces derniers jours, un article du New York Times qui date de 78, qui est remonté à la surface, où Khomeini est présenté presque comme un Martin Luther King islamique. Donc en fait, on aime bien rappeler effectivement... Comme toute la gauche iranienne. Comme la gauche iranienne. Rappelez-vous la gauche iranienne qui était là comme des fous. Et qui aujourd'hui, les ayatollahs, on va faire la révolution. Et qui n'a jamais eu de compte à rendre sur le soutien qu'elle a apporté à l'ayatollah Khomeini. Donc si vous voulez, on aime bien ici en France rappeler ça, parce qu'on se pardonne pas d'avoir accueilli Khomeini en France et de lui avoir 78, voilà, et de lui avoir permis d'accéder aux réseaux, aux médias et à tous les moyens de communication. Et alors qu'en Iran, quand vous interrogez les Iraniens, ils vous disent pas immédiatement que le problème c'était l'autoritarisme du Shah. Ils vous disent, je parlais avant-hier avec une jeune femme en Iran qui disait qu'elle n'est pas spécialement monarchiste, mais elle disait que Reza Shah, le fondateur de la dynastie Pahlavi, le père du Shah d'Iran, a récupéré l'Iran lorsqu'il a été intronisé en 1925 dans un pays qui était frappé d'épidémies de malaria, de lèpre et de choléra. Et 45 ans plus tard, on avait les 2500 ans de l'Empire perse qui était organisé avec une centaine de chefs d'État qui étaient présents à Persépolis. Donc, si vous voulez, a modernisé le pays. Il a modernisé. Alors sans doute, Reza Pahlavi le dit très régulièrement, il dit peut-être qu'il aurait été préférable que cette modernisation aille un peu moins vite, afin que la population soit davantage associée, peut-être que la sociologie iranienne soit un peu mieux prise en considération, parce que vous avez les personnes issues des milieux bourgeois, des villes, et puis vous avez les paysans beaucoup plus dans les provinces, dans les régions, qui avaient peut-être moins accès à la compréhension de la politique. Mais et c'est pour ça qu'une certaine gauche iranienne a cru qu'ils allaient pouvoir faire la révolution en renversant le Shah. Et en appelant l'ayatollah Khomeini, à l'époque l'ayatollah Khomeini. Alors je pense que c'est un peu plus complexe. La gauche iranienne voulait absolument faire de l'Iran un pays satellite de l'Union soviétique. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait l'Union soviétique avec 1500 km de frontières avec l'Iran. Ce que les communistes n'avaient pas à l'époque, c'était le réseau des mosquées qui était celui du clergé, le clergé chiite, qui est un clergé donc qui est très organisé. Sûr, et c'est comme ça que les religieux ont pu, je dirais, monter sur le dos des communistes pour profiter des premières tensions qui avaient été mises en œuvre dans le pays. Mais cette alliance, en réalité, entre ce qu'on appelait le rouge et le noir, est très ancienne. Elle date déjà des années 50. Maître Saber, juste un mot. Maître Saber, qu'est-ce qui fait, alors si aujourd'hui, ça c'est l'histoire et c'est bien de la rappeler,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que c'est très intéressant, on lui disait hors micro, on a très peu entendu le nom de Pahlavi en 2019 ou en 2022, et Dieu sait s'il y a eu des choses importantes, et qu'aujourd'hui, c'est Pahlavi, et vraiment, ça retentit partout. Avec la vie, évidemment. Oui, ces partisans, il faut le dire, sont très nombreux en Iran. Ils sont très nombreux. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est revenu très fortement comme ça? Et je pense qu'il faudra étudier, mais on est dans le cycle normal d'un grand mouvement de contestation et de soulèvement qui, à chacun, ont un slogan. Le 2019, c'était le triplement des prix de l'essence qui avait entraîné un soulèvement essentiellement des milieux populaires et, je dirais même, de la base populaire du régime. C'est pour ça que la répression avait été aussi violente. Ça a été un moment de brisure pour le régime. Le régime a perdu vraiment une partie substantielle de sa base populaire. En 2022, c'était la question du foulard sur laquelle les femmes iraniennes travaillent et militent depuis des années et des années. Et ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que avec ce qu'on a appelé en France la vie chère, mais en Iran, on parle de corruption et de sanctions internationales. On parle d'une corruption qui est endémique et qui est le fait d'une classe dirigeante plutocratique en réalité. C'est l'homme politique Manuel Bompard qui parle de les Iraniens se rendent uniquement pour le coût de la vie, quoi. Oui, puis Reza Pahlavi, il faut le dire, ces dernières années, il s'est beaucoup exprimé, il a beaucoup pris la parole, il est très actif sur les réseaux sociaux, Manaj Shirali, et il a souvent exprimé son aversion pour le régime des mollahs. Pas que ça. À un moment donné, en suivant les discours des jeunes, je me suis rendu compte qu'ils sont conscients de ce qu'ils se demandaient, ils étaient à la recherche de savoir ce qui a fait la faillite des anciens mouvements sociaux en Iran. Pourquoi les mouvements ont été réprimés? Et ils sont arrivés à l'idée parce que nous n'avions pas de leader. Et on a besoin d'avoir un leader. Donc, le choix de Pahlavi, c'est un choix déterminé du peuple, quelle que soit leur tendance, parce que vous trouvez toutes les tendances de pensée parmi les Iraniens, mais ils sont tous d'accord aujourd'hui sur un seul fait, c'est que sans leader, ils n'arrivent pas à renverser la République islamique, et Reza Pahlavi est la figure de ce leader qui est capable de diriger le mouvement et renverser la République islamique. Oui. Saad Saber, quelles sont ses ambitions aujourd'hui pour son pays? Il parle d'un plan pour instaurer la stabilité. Quel est-il, ce plan? Alors, ce qui est important, c'est effectivement qu'à la chute du régime, le pays ne s'effondre pas. Et son plan, d'abord, consiste à faire en sorte que les forces de sécurité, l'administration, les membres de l'administration aujourd'hui de la République islamique, les personnes qui n'ont pas de sang sur les mains, mais qui ont travaillé en tant que fonctionnaires pour leur pays, puissent faire partie de la solution et de l'après. Ce qui est important, c'est que ce pays puisse continuer d'être administré par la suite. Il faudra également que l'ensemble des forces politiques se structurent en partis politiques, en associations, en syndicats, pour qu'une vie politique sur de nouvelles bases puisse renaître et qu'on puisse aller vers une transition démocratique avec des règles qui seraient acceptées par tout le monde, à la suite d'une constitution qui serait le travail d'une assemblée constituante, qui serait élue. Ce qui ne sera pas simple, parce que passer effectivement d'une république islamique à une démocratie laïque, ça risque d'être très compliqué. Ce n'est pas simple, mais vous savez, l'exemple de Reza Pahlavi, il n'en parle pas beaucoup, mais c'est celui qui pour lui représente vraiment le meilleur de tous les exemples, c'est Juan Carlos. Juan Carlos a emmené son pays d'un régime autocratique, autoritaire, vers une démocratie. Et il a toujours à cœur de rappeler que le leader du parti communiste de l'époque, dont j'ai oublié le nom, en Espagne, avait déclaré se sentir tout à fait à l'aise avec le roi Juan Carlos, avec qui échanger et avec qui entretenir le dialogue. Donc, si vous voulez, le processus de démocratisation, il va nécessairement mettre du temps, mais il implique la participation de tout le monde. Et c'est ce à quoi il travaille depuis des années. Oui. Il y a quelque chose quand même. Comment à votre avis, comment va se passer? Parce qu'on sait très bien que l'Iran, les Bassidji, les gardiens de la Révolution, c'était aussi presque dans chaque famille. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de la population qui avait, non, je ne dis pas qu'ils étaient pour les Bassidji, mais je parle d'une population paysanne, etc., où ils étaient très introduits. C'est quelque chose qui n'est pas l'armée en haut, c'est toute une structure. Est-ce que cette structure-là va pouvoir être réutilisée, reconvertie, ou ça va être compliqué? Alors, vous savez, quand on étudie les travaux des différents sociologues, et je pense même à ceux de Manaj Shirali, on voit que le pourcentage de ce qu'on appelle vraiment les martyropathes, c'est-à-dire les personnes engagées dans les Bassidji, dans les gardiens de la Révolution, qui sont prêts à mourir pour le régime, le nombre est quand même
assez limitée. Beaucoup ils sont parce qu'ils sont fonctionnaires, parce qu'il faut travailler, parce qu'ils ont une appétence, un intérêt idéologique, mais enfin ce sont pas non plus des personnes qui pourraient vivre et mourir pour le régime. Ouais. Ce sont pour beaucoup aujourd'hui des gens qui ont perdu toute illusion, et la guerre des 12 jours, comme on l'a évoqué tout à l'heure, a quand même brisé tous les centres névralgiques de la République islamique et tous les centres de commandement militaire. Donc aujourd'hui, les discours de fermeté de l'ayatollah Khomeini ne sont même plus crus à l'intérieur du régime. Et puis aussi parce que, vous savez, même les plus hautes têtes du régime aujourd'hui ont leurs enfants qui sont à l'étranger. Les propres enfants des dignitaires de la République islamique ne croient pas dans ce régime. Ça, c'est un bon critère, ça, effectivement. Donc ça en dit très très long sur la suite. Et donc cette sociologie, Malachiradi, cette sociologie du peuple iranien aujourd'hui, on voit très bien effectivement ce qu'on voit, parce que c'est extraordinaire pour nous quand on voit les images. C'est ces mouvements de masse, c'est pas une poignée, c'est pas des centaines de milliers, ce sont des millions. Et est-ce que, au fond, même si ça se passe pas évidemment quelques jours, est-ce que la sociologie du peuple iranien, entre les paysans, entre les agriculteurs, entre aussi, je crois, il faut le dire, économiquement, c'est très très dur en ce moment. Il faut rappeler, hein, je crois que le pouvoir d'achat enfin la monnaie iranienne ne vaut plus rien par rapport au dollar. On en a parlé hier avec, je crois, Razavi, avant-hier. C'était que entre 45 et aujourd'hui, c'est hallucinant, quoi. La monnaie iranienne n'a plus de valeur. N'a plus de valeur. On peut même pas parler de la faiblesse de l'économie. Il n'y a plus d'économie en Iran. Il y a même des famines dans certaines régions du pays. Oui, c'est terrible. En plus, n'oublions pas que l'Iran est un pays riche. Oui. 11% de réserves mondiales se trouvent en Iran. Donc, comment est-ce possible qu'un pays aussi riche... Comment vous expliquez effectivement cette crise économique profonde du pays aujourd'hui? Vous l'avez dit, un pays riche, très riche. Les intérêts nationaux des Iraniens n'ont jamais entré en ligne de compte de leurs dirigeants. La République islamique, par des raisons tout à fait historiques, avait cette idée, cet impérialisme islamique dans la région. Son but était de régner sur l'ensemble du monde musulman. Et l'Iran était un tremplin pour lui. C'est la raison pour laquelle, depuis 47 ans, les intérêts de ce peuple ont été massacrés, sans tenir compte, sans être respectés. Et voilà le résultat. Un demi-siècle après, on voit que quand on méprise les intérêts d'un peuple, le peuple devient dans l'état où vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la rue en criant « à bas le dictateur ». Le dictateur, absolument. Et donc, Pahlavi, lui, il est prêt, à votre avis, à... je ne dis pas demain ou après-demain, à reprendre le pouvoir, à prendre le pouvoir et à constituer une première infrastructure? En tout cas, il s'y prépare depuis de très, très, très nombreuses années. Mais ce qui est important pour lui, c'est que on parvienne tous à un texte commun, à une réflexion commune et à un gouvernement d'union nationale. C'est autour de ça. S'il y a un désaccord profond sur la nature de ce que doit devenir l'Iran, naturellement, il s'y engagera pas. Pour lui, la démocratie et la laïcité sont les deux piliers fondateurs de ce nouvel Iran. Démocratie et laïcité. Démocratie et laïcité. Oui, moi, je dirais, c'est le peuple iranien qui est prêt à se gouverner lui-même. Oui. Et comment est-il perçu par le régime actuel ? Je pense que pendant très longtemps, il n'était pas considéré au sérieux, mais aujourd'hui, il est perçu comme une alternative. Et c'est là où les choses commencent à devenir intéressantes, c'est que dans ses projets, il a toujours parlé d'un processus de réconciliation nationale. Il prend l'exemple de l'Afrique du Sud en disant que c'est à travers un processus de réconciliation nationale qu'on pourra permettre aux Iraniens, à ceux qui ont servi le régime, de trouver leur place dans un nouvel Iran aux côtés de ceux qui en ont été victimes. Mais vous voyez, là où les choses doivent quand même nous interpeller, c'est que ce processus de réconciliation nationale, il est intéressant pour les gens du régime eux-mêmes. Parce qu'il y en a certains qui savent que le régime n'a pas d'avenir, et surtout s'il y a une autre personne, il peut y avoir des épisodes de purge, des épisodes de vengeance, des choses. Le sang peut couler. Et aujourd'hui, vous avez des officiers et gardiens de la Révolution qui disent bon, Reza Pahlavi, je n'ai aucune sympathie pour lui, mais qui peut aujourd'hui m'assurer que je serai encore vivant demain si le régime tombe? C'est Reza Pahlavi. Donc même dans une logique strictement politique, message de Reza Pahlavi et le travail qu'il a fait sur ce terrain-là peut constituer une solution pour l'avenir. Et oui, cette révolte sera-t-elle le prélude à la véritable libération du peuple iranien? On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Réagissez au 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso.
بازوهای لاغرم بزن میخوام همش رد با چون باشه باورم من یه دختر با موهای تا کمر با شاتگان بیا من بازوکای باورم سخته ولی ما ساده میگیریم تهش اگه Un rap de jeunes iraniennes. Et oui, de retour sur Sud Radio avec André Berkoff, avec Manaz Shirali, sociologue, et avec Saoun Saber, avocat qui a collaboré à une époque avec Reza Pahlavi. Et nous parlons bien entendu de la révolte qui se déroule actuellement en Iran. Alors, Manaz Shirali, la chute des mollahs, si elle a lieu demain, effectivement, elle changerait les règles du monde. Quelles en seraient les conséquences ? Écoutez, la chute qu'on souhaite tellement, de tout cœur, la chute imminente de la République islamique, je l'ai déjà dit, je l'ai toujours dit, ça ne sera pas la chute d'un pouvoir politique. Ce n'est pas la chute d'un régime politique. C'est plus que ça. C'est largement plus que ça. C'est la chute de l'empire du clergé chiite sur l'Iran. Et, à plus forte raison, sur l'islam idéologique qui règne aujourd'hui sur l'Europe. Et que Saran va en parler. Mais c'est important de savoir que le jour où l'Iran devient libre, c'est la mort de l'islam idéologique. Cet islam qui est devenu l'idéologie de combat. L'islam politique. Moi je dis l'islam idéologique. L'islam a toujours, Monsieur Berkoff, l'islam a toujours été politique dès sa naissance. Mais ce qui se passe à partir de la fin du 19e siècle, c'est l'idéologisation de l'islam. Ce que les experts de tout plateau ne se rendent pas compte, ne comprennent pas la différence. Mais la différence est immense. Un jour, je viendrai pour vous expliquer la différence. Parlera. D'ailleurs, votre livre va sortir bientôt, donc on en parlera. Saoun Saber. Oui, effectivement, de la même façon que la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique a entraîné un affaiblissement des mouvements communistes partout dans le monde, la chute de la République islamique entraînera avec elle la chute, je pense, de beaucoup d'entrismes religieux partout dans le monde, notamment en Europe. On a eu un excellent rapport qui avait été réalisé au mois de novembre, qui avait été publié au mois de novembre par Gilles Platré et un certain nombre de spécialistes, notamment iraniens, de la question sur l'entrisme de l'Iran en France. Tous ces petits mouvements, toutes ces petites associations qui sont financées, tous ces messages, ces réseaux sociaux vont connaître un vrai coup d'arrêt. Et de ce point de vue-là, il faut prendre en considération le fait que la chute de ce régime en Iran va avoir des effets positifs pour tout le monde. À l'échelle de la région du Moyen-Orient, encore plus, puisque les tensions avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, les différentes guerres qu'on a, les foyers de tension qu'on a, notamment celles qu'on a eues au Liban, la question israélo-palestinienne, vont trouver un nouveau souffle et un souffle vers la paix. Et pour ce qui concerne plus précisément Israël, il faut rappeler que quelque part les Iraniens sont le peuple le plus proche du peuple juif dans l'histoire et beaucoup aujourd'hui ambitionnent qu'il y ait entre l'Iran et Israël, à l'image des accords d'Abraham qu'il y avait eu avec certains pays arabes. Les Émirats arabes et voilà, les Iraniens souhaitent les accords de Cyrus, du nom de Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse, qui avait en 555 avant Jésus-Christ. Oui, en 555 avant Jésus-Christ, il avait libéré les Juifs de Babylone et il leur avait permis de retourner en terre d'Israël pour reconstruire le second temple. Donc voilà, beaucoup aujourd'hui aspirent à de nouveaux rapports aussi avec Israël. Mais dites-moi, si je vous écoute et je vous entends tous les deux, donc l'islamisme idéologique, comme vous l'appelez, aura les derniers beaux jours, c'est en Europe. Il va s'installer en Europe, il est installé en Europe, et ça marche en Europe. Quelqu'un disait hier sur Twitter, alors que les Iraniens sont en train de se débarrasser de leurs islamistes radicaux, les Européens sont en train de s'enrichir. Oui, on peut dire ça. Et pour dire juste, est-ce que aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où on parle, est-ce qu'on peut dire vous êtes très optimiste pour l'avenir proche, tous les deux? J'ai jamais été un sociologue optimiste. Ouais. Jamais. L'optimisme et moi sont vraiment fâchés ensemble. Alors donc, mais moi je pense quand même, nous avons affaire à un peuple très courageux, et c'est admirable, et je suis fière d'être iranienne. Et vous? Oui, je suis optimiste. Les jeunes qui sortent aujourd'hui, les jeunes qui ont ces slogans et les jeunes qui ont ce courage ont entre 25 et 30 ans. Ils n'ont connu que la République islamique, mais ils savent très bien qui elle est et ce dont ils sont eux-mêmes capables
pour aller vers un avenir beaucoup plus radieux. Oui, selon vous, Saand Saber, vous êtes assez partagé sur le fait d'une intervention militaire américaine ou israélienne. Expliquez-nous pourquoi. Moi, je pense que ce serait une très très mauvaise idée pour des raisons très simples. Vous savez, la guerre des 12 jours a amené effectivement un affaiblissement du régime, mais en même temps, des millions d'Iraniens ont quitté les grandes villes. Si on veut qu'ils puissent continuer à confronter les forces de sécurité, si on veut qu'ils puissent continuer à exprimer leurs slogans et à occuper le pays qui est le leur, à occuper leurs rues, il ne faut pas qu'il y ait d'intervention. Oui, ça désorganiserait la contestation. Non, Manas Shirali. Voilà, c'est notre point de désaccord. Et je pense qu'il est vraiment important de savoir que le peuple iranien, la nation iranienne, à main nue, n'arrivera pas renverser le régime. Les Iraniens ont besoin de l'intervention de la communauté internationale, quelle que soit la forme. Il faut qu'il y ait la convergence entre les forces internationales et les forces iraniennes. Alors l'avenir va vous pas départager. On verra. De toute façon, il y a des semaines, des mois. On espère que la libération tous. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un, en tout cas, de bonne volonté, qui n'est pas d'accord à ce que ça se passe le plus tôt possible. Parce qu'un peuple libéré en vaut 10. Il faut le dire. Manas Shirali. Saand Saber, merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Vous revenez quand vous voulez sur notre antenne. On aura plaisir à vous accueillir avec André Berkoff. Tout de suite, chers auditeurs, vous retrouvez Brigitte Lahaye. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.